remercie Rinaldo Gregorio d'intervenir ce soir pour nous parler de la thérapie familiale. Alors, je vais laisser Anaïs Muller faire un bref récapitulatif de ce qui est proposé ici et de façon à articuler peut-être avec ce que tu vas nous proposer, précisément ce lien avec le relationnel. Alors, te remercier d'abord, oui, de participer. La thérapie familiale, moi j'en suis resté à des anciennes notions de cybernétique, de systémie, de système, de sous-système, etc. Donc il me tarde de t'écouter. On ne va pas perdre de temps. Je vais laisser Anaïs faire cette introduction récapitulative. Un petit rappel pour recentrer le propos de la quatrième séance. Rappeler que l'ambition cette année, c'est de tenter de définir la relation. Qu'est-ce que la relation? Qu'est-ce qu'on en saisit dans la rencontre à l'autre? Et quelle perspective thérapeutique cela induit. Donc les 3 premières séances ont fait l'objet d'exploration et de présentation de la théorie relationnelle sanyalienne et de ses déclinaisons pratiques. Et nous avons à cette occasion pu envisager les composantes essentielles de la relation, à partir notamment des concepts de corps réel et de corps imaginaire, et des liens subtils qui existaient entre le temps, l'espace, l'affect et l'imaginaire. Nous avions alors parlé de rêves et de leurs équivalents, les rêveries, le délire, toutes les composantes envisageables. Et ça avait fait l'objet d'ailleurs d'une question, c'est quelle dimension, à savoir de la manière qu'elles avaient de s'insérer dans un continuum entre adaptation et création, normalisation et singularisation, et dont l'équilibre et le déséquilibre varient pour tout à chacun selon son histoire, son fonctionnement propre. Du coup, par le biais des petites vignettes cliniques qui avaient pu être apportées ou des illustrations, cela nous amène à envisager la relation selon différentes échelles. Une échelle individuelle, avec les plans intra- et intrapsychiques. Alors là, c'est l'allusion des plans psychoaffectifs, à la question du fonctionnement individuel, au cortège du comportement, donc on peut essayer d'identifier une cohérence, la personnalité, le caractère. Ça nous amène aussi, sur ce plan individuel, à nous intéresser à ce qui relève de la conscience et de l'inconscient. Mais il y a aussi à considérer une échelle collective, groupale, qui renvoie de penche en loin à la question de la transmission culturelle, qu'elle soit intra- ou extra-familiale. Donc là, bien entendu, ce dont il est question, c'est du lot de déterminisme auquel on a affaire. Ça peut être des déterminismes, on va dire, locaux, mais ça peut être des déterminismes beaucoup plus larges, comme par exemple l'imaginaire collectif d'un peuple, d'une ethnie, le système langagier, qui amène du coup à saisir d'une certaine manière la réalité, à l'exprimer, mais qui induit aussi une certaine forme de reconnaissance des émotions, des affects et de leur expression. Et cette échelle groupale ou collective amène en tout cas à envisager cette relation selon l'idée aussi d'un système complexe à l'intérieur duquel chacun se situe et est également situé. Alors à titre d'exemple, les Bovici parlaient de spirale transactionnelle au sujet des interactions précoces mère-enfant et où chacun des acteurs s'influence mutuellement. Alors s'influence mutuellement tant sur le plan de la réalité concrète que de leur dimension affective, représentationnelle ou fantasmatique. Donc ce soir, ainsi que le docteur Daniel Siboni l'a rappelé, c'est le docteur Gregorio qui nous propose
ces réflexions et éclairages cliniques autour de la relation dans le processus d'individuation et d'appartenance. Bon. Bonsoir, merci. Vous m'entendez? Parce que je commence par remercier Daniel de m'avoir invité. J'étais venu une ou deux fois assister à des conférences, donc ici. C'est en quelque sorte un petit défi parce que de formation, effectivement, je suis systémicien, mais je suis plus à l'aise dans le contact, dans la relation, qu'en exposant des théories. Mais à travers ce survol sur la relation, il y a certains points que croisent ce que je peux aborder ou effleurer en tout cas, même si je ne les ai pas approfondis. Donc, moi je me consacre à la thérapie familiale plutôt de type systémique, mais je dois avouer que, à la fois compte tenu de mes origines, de ma culture, je ne me centre pas que sur l'individu, je me centre surtout sur la relation individu-système, donc l'ensemble d'interaction de tous les systèmes. Donc, comme c'est une approche qui fait référence à plusieurs autres théories, il y a des termes, il y a des mots qui ne sont pas très loin de ce que je fais. En particulier, là, dernièrement, j'ai pu faire le DU de phénoménologie, et il y a certaines choses que me renvoient peut-être, certains aspects vont ressortir dans un positionnement particulier concernant la relation. Et je commencerai par, pour faire un lien, déjà, évoquer un poète espagnol que dit dans un de ses poèmes, le poète c'est Antonio Machado, Caminante no hay camino, en quelque sorte, le processus d'individuation, c'est aussi un chemin. Il y en est un chemin, effectivement, il y a et il n'y a pas un chemin. Le chemin se fait en parcourant ce chemin. Donc ça m'a touché, cette dimension que je connaissais d'ailleurs, donc de pouvoir l'introduire en début de présentation. Alors, l'être humain est éminemment relationnel. La relation est au cœur de son évolution, de son déploiement, de sa différenciation, en somme, de sa vie. J'envisage ici la relation comme un lien, un rapport qui se rapporte au rapport lui-même, dans un contexte porteur de sens. Donc, il y a une particularité, c'est la relation en tant que socle, et en même temps la nécessité de qualification, de quantification de cette même relation, et ce renvoi. Donc là, une position qui est une position pas tout à fait circulaire, mais je pourrais dire plutôt de type méta, qui est un positionnement. La relation peut se positionner par rapport à la relation elle-même. Les liens qualifient et quantifient les relations, et celles-ci vont être le socle d'interactions plus ou moins riches, plus ou moins constructives, plus ou moins cohérentes. Le vivre ensemble est essentiel, complexe et parfois compliqué. Essentiel parce que la vie elle-même nous sollicite naturellement. Complexe par la référence à plusieurs plans simultanément. Compliqué par les possibilités d'incohérence, de dysfonctionnement
et des limitations diverses. Là, on est dans quelque chose que ne se résume pas qu'aux interactions, hein, aux échanges, mais que peut aller, j'en suis convaincu, la pratique me l'a démontré, va beaucoup plus loin. La singularité de l'approche systémique est de tenir compte de la relation individu-système ainsi que de l'interaction des systèmes dans un contexte déterminé. Donc il y a déjà cette première notion de relation individu-système qu'on peut voir dans la pratique, ne serait-ce que personnelle. On est tous confrontés à des systèmes, hein, le système familial, la culture, et on a aussi une dimension individuelle. Cette dimension individuelle, elle est plus ou moins importante dans certaines contrées du monde. Ici, par exemple, la notion individuelle prend une place importante, mais on s'en rend compte, ne serait-ce qu'à travers la clinique, l'histoire, y compris les faits divers, qu'il y a en permanence un lien entre l'individu et son groupe d'appartenance, ou ses groupes d'appartenance. Par ailleurs, ces mêmes relations mettent en évidence l'existence de beaucoup de rétroactions qui influencent les échanges. Donc, il y a là quelque chose qui est de l'ordre de presque de type holographique. C'est-à-dire, les choses ne sont pas linéaires, plates, hein, mais ils ont un volume, ils ont une densité. On peut le voir sur différents angles. Et il y a bien certains auteurs qui ont pu mettre en évidence les deux types de démarches. Une démarche de type linéaire, classique, où on isole les choses, on isole les objets pour mieux observer, soi-disant, et une démarche de type englobante, donc qui tient compte de l'ensemble d'intervenants dans une situation ou dans une interaction. Évidemment que pour le fonctionnement de l'humain, c'est beaucoup plus pertinent de tenir compte de cette dimension, sans exclure évidemment l'autre, hein, parce qu'il y a des moments où on a besoin de faire ce mouvement, d'isoler une partie, mais ça n'aurait pas de sens si on ne tient pas compte de l'ensemble. Donc, ça m'amène juste à m'en référer dans l'approche systémique, que c'est une approche pluridisciplinaire. Je passe sur les théories classiques, entre autres la théorie de la communication, comme tu disais tout à l'heure, la cybernétique. La cybernétique au tout début, parce que l'approche systémique, elle renvoie aux années 1940, par là, 40 et quelques. Donc la cybernétique, à l'époque, c'était des boucles, hein, des boucles de rétroaction, surtout au niveau militaire, au niveau balistique. Hein, c'est-à-dire, il y avait des boucles de correction de la trajectoire d'une fusée ou d'un obus de canon. Mais aujourd'hui, on entend plutôt cybernétique par la numérisation, le monde numérique. C'est-à-dire, encore ce matin, j'entendais l'impact qui est le numérique dans notre vie, dans notre société. Ça va changer complètement les modes de fonctionnement habituels. Peut-être que je reviendrai sur cet aspect, mais ça me rappelle dans la clinique certaines familles, ça m'étonne beaucoup, hein, dans un certain sens, des parents qui ont la trentaine à peu près, n'arrivent pas à maîtriser, à contenir des enfants de 3 ans. D'un côté et d'un autre côté, les enfants, ils ont une appétence presque pour tout ce qui est numérique, une espèce d'intuition que fait qu'il y a des déphasages qui peuvent aller jusqu'à... Ce matin, j'écoutais un programme où on parlait on est envahi par les mails
on est envahi non seulement par le téléphone, mais par les mails, et surtout dans le cadre des entreprises, dans le cadre du travail, ça commence à être problématique. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un autre mode de communication. Mais là aussi, elle est individuelle, et parce qu'on est un, mais en même temps, on est en contact avec tous les autres, et ce, simultanément. Voilà. Donc, il y a d'autres disciplines qui ont œuvré pour l'avènement de l'approche systémique, la théorie générale des systèmes, évidemment, la complexité, les théories de la complexité, je trouve qui sont venues énormément aider la perspective de l'approche systémique. Ainsi, l'individu est à la fois singulier et multiple. Donc ça, c'est dit comme ça d'une façon presque brève, mais on pourrait passer tout un temps à voir ces différentes dimensions et comment on peut percevoir ces deux aspects dans l'individu, c'est-à-dire à la fois ce qui est de l'ordre du singulier, du propre, de lui-même, et de ce qui est multiple, c'est-à-dire à chaque instant, quand on parle, quand on intervient, on intervient, je suppose, au nom de ces deux instances-là, en quelque sorte, en tant que soi-même et en tant que représentant, au porteur, au porte-parole de quelque chose qui est absolument intérieur. Et ça me fait penser aux particules subatomiques avec la particularité qu'elles sont à la fois masse, donc corpuscules et mouvement. Donc, et le simple fait de les observer, ça change le comportement de la particule. Et ça fait penser énormément à l'humain. Point de vue anecdotique, pour la relation en termes de théorie de la communication, des petites phrases qu'on dit souvent, mais qui traduisent le contresens, il y en est un plein dans cette histoire, c'est quand on rentre dans un groupe et qu'on dit « faites comme si j'étais pas là ». Donc, ce qui est absolument impossible. Le simple fait d'être là, n'importe où, ça va induire nécessairement un ensemble d'interactions et d'échanges et un boucle successif. L'autre cas, pour ceux qui sont psychiatres ou qui ont pu fréquenter des services de psychiatrie, on a pu voir le catatonique qui ne dit strictement rien, il est absolument immobile. Mais tout en étant comme ça, il nous dit des choses. Évidemment, on ne peut pas tenir compte seulement de son immobilité. Donc tout ceci a amené à une autre vision de l'humain dans ses joies et souffrances, dans son quotidien. Le quotidien, c'est extrêmement important, le quotidien. Le bonjour, comment allez-vous, la perception de l'autre, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, ainsi a émergé un nouveau paradigme cohérent, pertinent, et qui tient compte du passage d'une causalité linéaire à une causalité circulaire, qui tient compte du rapport à la vérité, c'est-à-dire du passage de l'existence d'une vérité extérieure à l'intégration de l'observateur dans la chose observée. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que dans le paradigme classique de type linéaire, la démarche était du type dite scientifique. On part d'une cause pour arriver à on part d'une origine pour arriver à une cause et une fin. Cette démarche qui isole, comme je disais tout à l'heure, qui isole la chose de son ensemble, elle va se vérifier aussi dans la relation au monde, dans la relation à l'extérieur. Si on part du principe qu'il y a une vérité extérieure, donc on va s'en référer à cette vérité. Alors que si on tient compte de la relation qu'il y a entre l'individu et le monde, quelque part, on voit le monde selon soi-même. Donc il y a et le fait de voir, ça interfère. Donc,
ce que je disais tout à l'heure par rapport à un groupe, c'est le fait d'être présent, ça modifie les choses. Hein. Et enfin, les théories de la complexité que mettent en évidence l'interaction de plusieurs plans simultanément dans la compréhension d'un geste simple, un geste, d'un comportement. Là, je pense à ce que disait Michel Serres par rapport aux personnes de nos jours. On est seul, et on est en contact avec des milliers de followers, par exemple. Hein. Donc, l'histoire aussi qui a raconté du vol d'oiseaux dans un ciel bleu, tout beau, apparemment ça paraît simple, mais si on pense à tout ce qui a contribué pour que cet oiseau puisse faire ce vol, on va s'étonner. Donc effectivement, pour tout, on a cette dimension qui est à la fois ce qui est montré et tout ce qui est derrière qui permet que la chose puisse se faire. Alors, voyons de plus près le déroulement du processus d'individuation et d'appartenance dans le cadre d'un système particulier qui est la famille. Sans être exhaustive, j'aborderai la relation sur 3 angles. La dimension transgénérationnelle, la dimension du temps et la dimension de l'espace. Pour ce qui concerne la dimension transgénérationnelle, dans ce processus anthropologique de la transmission par la filiation, l'individu est inscrit dans une lignée et il est donc confronté à la fois à la loyauté d'appartenance et à la nécessité d'autonomisation, ce qui est source de tensions et de conflits dès lors que le processus est incohérent. Ce processus se vérifie évidemment du côté de la lignée maternelle, donc que ce soit paternelle ou maternelle, se vérifie. C'est un moment inaugural propre à notre naissance, c'est-à-dire la naissance de tout un chacun de nous. On est inscrit dans une lignée. Il y a une dimension paradoxale dans cette histoire, parce que par définition un peu anecdotique, la famille, c'est le seul système qui a comme mission de nous rendre autonomes tout en nous gardant dépendants. Donc il y a déjà cette dimension paradoxale qui commence à se vérifier à l'occasion de la naissance, au moment de la naissance, de la transmission. Évidemment qu'on transmet beaucoup de choses, mais on transmet l'inscription dans une lignée, dans une histoire. Voilà, donc ça implique un paradoxe qui d'ailleurs avait déjà été soulevé par Sartre. Le sujet va se retrouver entre l'identité qu'il doit s'en référer par rapport à la transmission et sa propre volonté. Donc il y a là quelque chose que va être le socle d'une ambiguïté, voire que peut se transformer en paradoxe après en fonction du chemin effectivement qui est fait. Il peut se transformer en quelque chose d'ordre paradoxal, donc quelque chose de plus intenable pour essayer de résoudre comme situation. C'est dans cette dimension, donc la dimension transgénérationnelle, que de façon implicite ou explicite se transmettent le récit familial, le mythe, les non-dits et les secrets. Je reviendrai après en vous montrant un schéma, mais la transmission a ce double aspect, c'est-à-dire un aspect, on va dire, conscient, il y a un aspect plus caché, on pourrait le dire inconscient, c'est-à-dire dans la dimension plus consciente, on va voir que
dans le récit, dans l'histoire qu'on se raconte de la famille, que varie selon les intervenants. Par exemple, dans une fratrie, si on demande à un des enfants de raconter l'histoire de sa famille, elle va être complètement différente en fonction s'il est l'aîné, le deuxième ou le troisième enfant, ou le dernier, ou un autre membre collatéral de la famille. Donc, il y a la transmission d'un récit familial, mais il y a aussi le mythe familial qui va structurer la famille. Donc, le mythe a cette possibilité de pouvoir amener l'individu à se situer par rapport à cette histoire. Et après, donc, dans la clinique surtout, on va vérifier le lien avec les non-dits et les secrets. C'est-à-dire les non-dits sont toutes ces situations qui ont à voir avec l'histoire familiale, mais qu'on n'aborde pas par une espèce de consensus. Les uns et les autres acceptent ce consensus, ne pas en parler. Je me souviens d'une famille où j'ai vu qu'il n'était pas question de parler de la mère du père, par exemple. Donc ça se faisait pas. C'était catastrophique. Bon, après, petite parenthèse, dans le travail, j'ai pu le faire, ça a déclenché des choses intéressantes. Mais voilà le consensus, on ne parlait pas de la mère du père pour X raisons. Les secrets, on le connaît, l'importance du secret, ce n'est pas tant le fait qu'il existe, mais c'est dans la transmission, dans la relation, ce que va être modifié parce qu'il y a un secret, et qui est en lien avec un pouvoir quelque part, un pouvoir de celui que détient le secret, ou un pouvoir autour de qui on protège par rapport à ce secret. Donc ça peut aller vraiment, il y a des tas d'exemples, la clinique est remplie de ces dimensions, et là c'est toujours intéressant comment toutes ces choses-là passent sûrement par une dimension groupale, inconsciente. Je me souviens des situations où au téléphone, tout à fait au téléphone, il y a un monsieur qui me demande une consultation pour une thérapie familiale, donc, et par la voix, parce qu'il y a une certaine façon d'écouter aussi, par la voix, j'ai pu voir à peu près l'âge de la personne, et donc, parce qu'il parlait pour consulter un de ses enfants qui avait une problématique de type schizo à peu près, un jeune adolescent, enfin un jeune homme. Et il s'était remarié, et donc évidemment, j'ai su ça parce que j'ai posé des questions. Et donc ils n'avaient jamais consulté, et pour cause, en réponse à la question que j'avais posée, il a été question d'un mariage précédent où il y avait aussi une fratrie avec un enfant de type schizo aussi. Donc c'est intéressant de voir comment les choses passent et comment lui-même, par rapport à ses enfants, il était dans une espèce de tentative d'enquistement d'un secret, quoi. Voilà. Mais les choses, ils ressortent. Il y a des tas d'exemples de cet ordre-là, comme ces deux gamines, dans les 9 ans à peu près, sans qu'ils connaissent l'histoire du couple précédent du père, ils ont pu en parler de ce qu'ont vécu les autres enfants du père. C'est absolument étonnant de voir. Voilà. Donc, l'individu, bien qu'il soit unique, il est néanmoins le résultat de l'appartenance aux différents groupes des systèmes donc qu'il va rencontrer. Et ces groupes, ils peuvent être primaires, comme c'est la famille. On a beau tourner, on a eu plusieurs tentatives, les sociologues ils sont penchés sur la chose, comme on peut dire, et on a essayé des familles différentes, de vivre en communauté. Il y a plusieurs types de familles
dans le monde selon les cultures, mais on n'a pas trouvé une autre cellule plus pertinente que celle-là pour permettre l'évolution des enfants, pour permettre le déploiement de l'histoire. Donc, des groupes primaires comme la famille ou des groupes secondaires comme les groupes culturels, religieux, sociaux. C'est-à-dire, la famille, c'est le premier groupe, mais assez rapidement, on va faire face à toute une série d'autres groupes. L'appartenance définit dans son ensemble une identité qui est peut-être, là aussi, source de tensions, de conflits divers. Donc, quand on s'en réfère en particulier, par exemple, des familles où ils sont formés à partir de cultures différentes, le problème d'identité, ça peut se poser non seulement par rapport à la lignée, mais aussi par rapport à la culture d'un des parents, s'ils sont des cultures différentes. Et là, les cas extrêmes, ce sont des cultures au sens large, par exemple, je ne sais pas, un Français, il y a un Nord-Africain, mais ça peut être un Africain, il y a un Européen, ça peut être un Asiatique et un Africain. Donc, ça, à un moment donné, ça peut être même deux familles de la même région. C'est-à-dire que vous avez deux familles qui sont une famille niçoise, soi-disant qu'ils ont la même culture, mais ils ont une histoire complètement différente. Il peut poser des problèmes d'identité et d'appartenance. Maintenant, dans la dimension du temps, l'individuation se fonde dans la relation au temps selon trois modalités. Là, j'ai limité en quelque sorte à ces trois modalités du temps, au temps linéaire, chronologique, mesurable, qui renvoie la Grèce antique au dieu Chronos. Au temps circulaire, cyclique, universel, qui renvoie aussi à une déité grecque, Aion, c'est le temps Aion, donc. Et le temps métaphysique, c'est le temps de l'instant, c'est le temps de faire quelque chose, le temps de procéder à un changement, donc le kairos. Pour ce qui est du temps chronologique, l'individu est amené à se situer par rapport à une structure familiale qui se déroule dans le temps. Sur le plan longitudinal, une lignée se dégage à partir d'une origine. Après, ça dépend des familles. Il y a des familles, on peut remonter jusqu'à 1000 ans presque, donc c'est fascinant. Il y en a d'autres qu'on remonte jusqu'aux grands-parents, c'est tout, et certaines même pas aux grands-parents. Donc il y a toujours une origine de la famille qui soit une origine mythique, une origine réelle, ou une origine inventée ou créée aussi, parce que ça peut être créé. Dans le cas de familles, par exemple, où il y a des enfants adoptés, quoi. Donc il peut y avoir une famille qui a une histoire, qui a une présence. Et cette histoire elle peut être réelle, elle peut être portée par les enfants adoptés, parce qu'ils peuvent la connaître aussi, comme peuvent ne pas la connaître, et donc devoir l'inventer, la créer par rapport à un certain nombre de questions. Donc, cette lignée traverse des générations successives où sont assignées à chaque membre des fonctions, des places, des rôles. Et ici, on va retrouver, je vous montrerai dans un schéma, le rang des enfants, des parents, des grands-parents et des arrière-grands-parents. L'expérience du temps chronologique est perçue par l'individu en termes d'un passé, d'un présent et d'un futur. Donc, ça c'est intéressant. Et après, dans la clinique, on voit qu'il peut y avoir des situations, voire des familles, ou même des individus, des sujets qui sont coincés dans une de ces dimensions. Ils peuvent être coincés dans le passé,
peut-être coincés dans le présent ou coincés dans le futur. Ça veut dire avec une impossibilité de sortir de l'histoire familiale, hein, donc avec toutes les implications par rapport à l'appartenance, à l'identité. Ou peut-être coincé dans un présent, ça veut dire sans histoire, avec l'impossibilité de se projeter. Au contraire, ils sont dans la projection en permanence par rapport à un futur. Donc, il peut y avoir un certain nombre d'implications. Pour être coincé dans le passé, j'écoutais, je crois que c'est un film, je ne saurais pas vous dire lequel, mais c'est une culture, en l'occurrence une culture asiatique, pakistanaise, je crois, où le père était en conflit avec son enfant parce qu'il ne comprenait pas que l'enfant ne le respecte pas au point de suivre tout ce qu'il disait le père. Il disait, mais tu ne peux pas, dans notre culture, c'est comme ça que ça se passe. Et la réponse de l'enfant, c'est, mais je ne suis plus de cette culture-là. Je suis né ici, je fonctionne autrement. C'est une espèce d'arrachement d'un drame, mais en même temps, c'est nécessaire à un moment donné de tenir compte de ces dimensions culturelles et de voir qu'est-ce qu'elles sont fait. D'ailleurs, on sait de nos jours que ces problèmes d'identité sont la source de tensions gravissimes que nous vivons. Classiquement, ces conflits d'identité, d'identification, d'appartenance, ils ne sont pas que par rapport au père. On sait bien qu'on est quand même dans une société plutôt patriarcale, en tout cas en tant que modèle, hein, mais évidemment les mères ils jouent une place, il y a un rôle considérable. Voir par exemple dans les cultures méditerranéennes comment la référence c'est au père en termes de lignée, mais c'est la mère qui exerce un pouvoir important et c'est par rapport à la mère que les enfants démontrent quelque chose de l'ordre de l'appartenance. Donc ce n'est pas que par rapport au père. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne le temps circulaire, le temps cyclique, l'individuation s'affine à l'occasion des différents moments de la vie familiale et de ses rites. Ce sont les moments de transmission du récit et définition de l'appartenance. Dans le temps métaphysique, l'individuation se fait à l'occasion des moments de crise. Les crises, je les perçois ici, les crises, d'ailleurs je le dis à un moment donné, les crises n'est pas une conséquence. Le crise veut dire que soit le système, soit l'individu est en train de vivre et sollicité à vivre un autre niveau d'organisation. Et c'est parce qu'il n'accepte pas cet autre niveau d'organisation qu'il y a la crise. C'est-à-dire que la crise montre qu'il y a là une incohérence et la nécessité donc de répondre à cet autre niveau d'organisation. C'est ce qui se passe au niveau des systèmes qui soient familiales, des systèmes politiques, des cultures. Donc, à un moment donné, par une série de mécanismes d'organisation, hein, d'auto-organisation, parce que les groupes humains, ils ont cette capacité. Voilà, les choses ne sont pas figées, sinon on serait des réplicants quoi, depuis la nuit des temps, alors qu'on se rend compte qu'il y a des variations, il y a des incidents. Donc les crises, ils ont cette fonction. C'est au moment où ça arrive, ils vont permettre d'en prendre conscience d'un temps à faire autre chose. Et ce temps, il va marquer nécessairement un avant et un après. Et avant ce moment-là, avant la crise,
avant ou après cette décision. D'ailleurs, il y a les choses toutes simples, comme à l'occasion des conflits familiaux, hein, donc où les choses changent par rapport à un événement précis, tout change, ça peut donner des ruptures, des choses comme ça. Mais il y a aussi les individus, hein. J'ai toujours été fasciné, c'est bon pour les romanciers, quoi, ces individus qui décident du jour au lendemain de changer complètement de vie, quoi. Comme ça, ils cassent tout, ils partent, ils vont vivre dans un autre pays, ils ont une autre histoire, ils changent de nom, voilà. Voilà, savoir, voilà, c'est le temps d'eux. Alors, quels sont les aspects qui jouent? Bon, ça, c'est une autre histoire, comment on peut arriver à déceler ça. Mais en termes de perception, et cette perception, elle est subjective. C'est à un moment donné, on se dit, voilà, je passe à autre chose. Alors, les crises, ce sont donc des événements de parcours dans le cadre du cycle de la vie familiale. Ils cyclisent assez rapidement. Ils peuvent être de type situationnel, c'est à l'occasion de traumatismes, hein, des ruptures. Ils ont souvent la caractéristique d'apparaître comme un coup de tonnerre sous un ciel serein. Donc on ne s'attend pas. C'est les classiques histoires de couple, les problèmes d'infidélité par exemple, c'est des accidents, hein, c'est par exemple, à l'adolescence d'un enfant, on se rend compte que oh Dieu, il utilise des toxiques, il fume, il a une addiction, ceci ou cela. Voilà. Les crises peuvent être développementales, à l'occasion, par exemple, des naissances, l'adolescence, du mariage. Dans le cycle de vie de la famille, ces moments, ils peuvent être très perturbants pour le processus d'individuation. Je m'en réfère là, par exemple, à l'occasion de la naissance du deuxième enfant, comment réagit le premier, à l'adolescence, le passage par cette phase, comment réagissent les uns et les autres au niveau de la fratrie, ou quand un enfant se marie, qui part de la maison, comment le reste de la famille va se réorganiser. Voilà. Les crises peuvent être structurales. Ça veut dire quand les problèmes n'ont pas été résolus et qui persistent. C'est-à-dire que le système lui-même va maintenir dans une espèce de non-changement une tentative qui a été vaine pour la résolution du problème, pour des raisons diverses, hein, ne serait-ce par homéostasie, va garder le même type de fonctionnement. Et après, les crises environnementales, hein, ce sont des crises de type socio-économique. Donc, on a vécu les différentes crises de dévaluation de l'argent, les subprimes, les célèbres boules d'investissement, hein, quand tout s'effondre, que l'économie s'effondre, et d'autres. Donc voilà, ils vont avoir un certain nombre d'impacts chez les individus. Et enfin, dans la dimension de l'espace, donc ça a quelque chose, je l'évoque, mais je sais que tu avais travaillé là-dessus, on avait parlé un tout petit peu, mais l'individuation amène à la différenciation d'un espace personnel différent de l'espace familial. Elle se fonde également dans la relation à soi, c'est-à-dire avec l'expérience d'un vécu, d'un intérieur et d'un extérieur. En découlent des notions de subjectivité et d'objectivité. La perception du corps est ici primordiale. On sait que ce soit par la phénoménologie ou même par d'autres disciplines, hein, ce n'est pas la même chose d'être un corps ou d'avoir un corps. Donc ça renvoie à des choses différentes et les perceptions du corps d'une façon plus subjectives et peuvent être parfois quasi délirantes, ils peuvent être même délirantes à certains moments. Donc, et ça, c'est un des aspects de la dimension
du processus d'individuation par rapport à l'espace. C'est la construction de l'espace personnel. Il se fait en contrepoint, j'allais presque dire, par rapport à l'espace familial, à l'espace groupal. Alors, tout à l'heure, je parlais de ce schéma. Je pense que vous le voyez, c'est une espèce de génogramme. De façon simplifiée, mais qui permettent de mettre en évidence certaines choses. Bon, tout d'abord, je dessine les hommes par des carrés et des femmes par des cercles. C'est presque ça, quoi. C'est-à-dire les mecs qui sont carrés et les femmes qui sont rondes. Je ne parle pas du corps. Non, mais c'est un accord, quoi, hein. On désigne des hommes par des carrés ou des triangles et les femmes par des cercles. Mais dans la pratique, on se rend compte qu'il y a quelque chose de différent qui renvoie à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, une démarche, non pas des hommes, mais de type masculin, c'est une démarche dite logique, quoi. Et ça va avoir des implications, en particulier dans les conflits des couples. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de rationaliser la chose, de comprendre les tenants et aboutissants pour trouver une solution. C'est la démarche de type masculin. La démarche de type féminin, elle est différente, elle est éminemment relationnelle. C'est en parlant qu'ils vont trouver la résolution des problèmes. Il paraît que c'est pour ça que les femmes parlent beaucoup. C'est à peine une petite boutade. Mais on se rend compte que dans le cadre de la résolution de problèmes ou des situations plus ou moins difficiles, plus ou moins graves, on a deux types de fonctionnement qu'impliquent donc des démarches différentes pour passer les différents moments où ça pose problème à quelque niveau que ce soit, hein. Donc, il peut y avoir des démarches de type logique, ou dites logiques, et d'autres démarches qui sont plus relationnelles, parce que c'est là qu'ils vont puiser la solution aux différents problèmes posés. Donc, on se rend compte que dans ce schéma, donc, je vous disais qu'il y a chaque individu, là c'est l'enfant en bas qui est représenté, mais chaque individu, il est à l'intersection de ces deux axes. C'est l'axe longitudinal, l'axe transgénérationnel et l'axe horizontal, qui est l'axe de négociation à l'occasion de la construction d'une famille avec l'autre famille. Parce qu'on a à peu près, en tout cas dans des familles de type nucléaire, on a donc le père et la mère, parce que je sais bien qu'il y a des familles où il manque un des deux, ça pose un problème quand il y a l'absence dans des conjoints, dans les familles monoparentales. Et toutes les autres variantes de familles, les familles recomposées, les familles claniques, donc la base d'étude c'est la famille nucléaire. Donc dans ce schéma, la dimension transversale, c'est toute la négociation à faire avec l'autre famille. La famille du père fait avec la famille de la mère, et ainsi de suite. Et c'est très important parce que on commence à vérifier, non pas seulement par les anecdotes. Par exemple, à l'occasion d'une naissance d'un enfant, de suite on va le situer dans des côtés de la famille. Ah oui, il ressemble à tonton Antel, ou il ressemble même au niveau des prénoms. On va lui donner des prénoms qui vont le rapprocher plutôt d'un côté ou de l'autre. Ça paraît une anecdote, mais c'est le quotidien auquel nous sommes confrontés. D'un autre côté, là aussi, c'est à peine l'anecdote, c'est-à-dire quand un enfant fait des choses brillantes, le parent en question dit à l'autre, mais t'as vu mon enfant, ce qu'il fait, hein, mon fils ou ma fille. Mais évidemment, quand il pose des problèmes, quand il
dépasse les limites, ton fils, ta fille, voilà. Autrement dit, l'autre famille, c'est un lieu de projection. C'est toujours l'autre famille, sont les tarés, et la mienne, c'est la bonne. Mais quand on fait des génogrammes et qu'on voit, c'est absolument étonnant à la fois. Il n'y a pas de mathématiques, sans parler du génogramme, mais comment on peut venir des familles où tout a été cassé, il y a des histoires terribles, et ça donne des individus absolument sains, normaux, bien cohérents. Oh, l'inverse, quoi. Donc, voilà, donc on ne peut pas dire. Mais c'est intéressant de faire ce travail et de voir comment on s'inscrit dans cette lignée. Par ailleurs, ça, on voit les trois strates, les grands-parents, les parents et les enfants. Et ça, on est en plein dans les histoires d'identité, dans les histoires d'appartenance et d'individuation. Comment, pour constituer une nouvelle famille, il faut sortir de la famille précédente. Et sortir, ça veut dire avoir la bonne distance. Parce que si on ne fait pas ça, les conséquences vont être terribles. Et là aussi, la clinique nous montre ô combien on va retrouver, par exemple, les enfants parentifiés, les relations fusionnelles, mère-enfant. On va avoir là un jeu d'alliance que va perturber ce système. Ça veut dire qu'on va avoir des enfants qui vont se retrouver à la place des parents, en jouant des rôles de parents, avec une absence réelle au nom du parent, de l'autre parent en question. Il y a des enfants qui peuvent me mettre à la place des grands-parents, c'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner, en tout cas, ils prennent cette place, on l'attribue cette place où ils vont poser, ils vont se poser en tant que parents, en tant que grands-parents. Donc c'est un jeu il va évidemment avoir toutes les tonalités, des situations simples, cocasses, jusqu'aux situations plus corsées, de type névrotique, voire même de type psychotique. Voilà. Donc c'est intéressant, ce schéma qui est une structure, qui est plutôt une structure de type contenante, structurante, hein, mais évidemment qu'on s'en réfère à cette structure, mais on a vu tout à l'heure qu'il y a différentes sortes de familles, de modes de fonctionnement. Par exemple, dans les familles recomposées, la chose se complique, voire se complexifie. C'est-à-dire on va faire référence à deux pères, deux mères, des fratries complètement différentes, et un accordéon, ils vont être ensemble. Par exemple, pour le travail, quand il y a une problématique dans des enfants, dans l'adolescent, par exemple, dans un enfant ou dans un jeune homme, c'est intéressant de savoir par rapport à quelle famille le problème est posé. Est-ce que c'est la famille antérieure ou c'est la famille actuelle? Et ça va impliquer après dans la pratique des positionnements différents. La position du père dans notre société, enfin, en tout cas ici en Occident, en France, moi j'ai travaillé beaucoup dans les services sociaux et ça m'a toujours étonné l'absence du père dans la problématique familiale. Une absence réelle. Le père n'est pas là pour X raisons. Il est plus simple parce qu'il travaille, ou une absence parce qu'il n'a jamais été là, ou il n'est plus là. Voilà. C'est une absence réelle, ou une absence parce que la mère va le squeezer. Et ça peut être aussi valable dans l'autre sens. C'est l'absence de la mère, et c'est plus rare. Donc voilà. Et ensuite, donc, des familles, de nos jours, on voit aussi des familles homosexuelles, donc où le schéma, en termes de famille, se pose de la même façon. On va retrouver les appartenances, les identités, les fratries, et on va trouver, avec les variantes évidemment qui vont complexifier un petit peu la chose, c'est-à-dire le mode de conception des enfants. Et il y a toujours Moi, je me souviens d'une situation où je voyais une famille
que bon, après on pourra revenir sur ça si on est... Mais je voyais une famille, ils étaient 4, père, mère et 2 enfants. Donc tout se passait bien, il y avait une problématique dans des enfants, les enfants ils avaient la vingtaine à peu près, et à un moment donné, la fille me demande s'il n'y aurait pas une possibilité d'un travail individuel parce qu'elle avait une difficulté à faire face aux examens, parce qu'elle était à l'université, donc faire face aux examens, elle disait, bon, si je ne pouvais pas, je dis, bon d'accord, comme c'est un problème ponctuel, je peux vous recevoir, on va faire le tour de la question. Bon. Par la suite, le garçon il me demande aussi, bon, mais finalement, vous savez, j'ai du mal à trouver une copine. Je dis, oui, d'accord. Et évidemment, vous voulez venir. Je dis, bon, si je fais ça pour la fratrie, je peux faire aussi pour les parents. Donc, je peux vous voir individuellement une fois. En termes de façon de travailler, je ne fais pas souvent, mais c'est une possibilité. Je dirais tout à l'heure, je fais des systèmes dits logiques. Justement par rapport à ce schéma. Par exemple, mère-enfant, père-enfant, ce n'est pas un système logique. C'est parents, enfants, grands-parents, ou la famille toute entière. Bon, donc pour cette famille, je vois la mère et patatras, il me confie un secret. C'est toujours la peau de banane. C'est-à-dire, la fille avait été conçue par donneur et elle ne connaissait pas le père. Mais ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que cette fille me parlait de son grand-père comme si c'était son propre grand-père naturel. Dans l'histoire, il s'identifiait parfaitement avec ce grand-père. Non, bon, voilà. Donc, juste un exemple, c'est intéressant d'avoir ce genre de schéma en tête, que assez souvent dans le travail fonctionne plus comme le génogramme va fonctionner plus comme une sorte de scanner. Donc, ça donne la possibilité de se rendre compte de cet ensemble de dysfonctionnements ou de formes de parasitage. J'ai encore un peu de temps? Oui. Alors, je vais raccourcir cette partie. Donc, je revenais un petit peu sur dans ce que j'ai dit, quand on parle d'identité, quand on parle d'individu, donc vous voyez émerger aussi, il n'est pas que l'individu anonyme, mais qu'un individu qui puisse être sujet à un moment donné aussi. Hein, c'est pas que une notion de quantité. Donc, et donc, ce processus, donc, il est extrêmement important. J'ai pu développer ça dans un autre travail, mais je passe pour aller plus vite. Alors, tout ce processus d'individuation et d'appartenance se font en grande partie dans le cadre familial. La famille est ce lieu particulier où les fonctions paternelles et maternelles permettent à chaque membre d'expérimenter des affects et les émotions qui conduisent progressivement à une définition claire d'un espace personnel différent de l'espace d'interaction dans la relation. De là émerge le sujet qui se voit attribuer différentes fonctions. Chaque individu est à la fois unique et lié à son groupe familial. Ce processus est vital pour chacun et pour le groupe. Il conditionne l'existence d'échanges enrichissants si le mouvement qui sous-tend la relation est souple et harmonieux. Dans le cas contraire, s'il y a confusion entre l'espace personnel et l'espace d'interaction avec des fonctions rigides et stéréotypées, dès lors, le jeu relationnel se fige et dysfonctionne. Selon la phase du cycle de vie de la famille, ce mouvement permanent répétitif appelle chaque membre par récursivité à un devenir. Ainsi, deux individus différents deviennent conjoints par l'union et créent une relation de couple. Pour chacun, cette relation est à la fois un plus, grâce à la mise en commun et à la complémentarité, et un moins en raison de concessions inévitables à faire à l'autre. C'est la problématique du faire le nid, avec qui, comment, dans quel but.
Avec la naissance d'un enfant, ces deux individus deviennent parents. L'enfant devient par sa présence au monde un individu et initialise le long processus de maturation qui dure au moins une vingtaine d'années au plus. Par là du film Tanguy, si vous avez sûrement vu. Donc, selon la composition de la fratrie, l'enfant devient unique, aîné, deuxième au dernier. Les parents vont devenir alors des grands-parents, plus arrière-grands-parents, et ainsi de suite, dans une succession de redéfinition de place, d'espace et du temps. Donc là, je vais faire vite. Alors, comment ça se passe dans le repérage de tous ces dysfonctionnements? Ça va être la perception des enjeux qui sont derrière, que ce soit des enjeux individuels, de couple, de famille. C'est-à-dire, les demandes sont particulières. Le type de cadre qu'on propose pour travailler, le type de cadre ça va passer par dans les trois cas, que ce soit individuel, couple ou famille, par ce que j'appelle, ce qui est convenu d'appeler le système thérapeutique. Le système thérapeutique n'est pas une addition, comme la famille n'est pas l'addition de ses membres, le système thérapeutique n'est pas l'addition de la famille et du thérapeute. C'est un autre moyen, une autre instance qui a la particularité, avec un type d'écoute particulier, de faire émerger un certain nombre de questions jusque-là non possibles pour X raisons, ce qui amène d'ailleurs au dysfonctionnement. Je ne parle pas beaucoup de pathologie, mais ça peut aller jusqu'à la pathologie. Je ne parlerai pas d'une vignette clinique, mais juste peut-être un repérage dans les systèmes dits à transaction rigide, c'est le système à transaction rigide, où c'est tout ce processus d'individuation et il ne se fait pas harmonieusement. Il y a des rigidités que peuvent aller jusqu'à la psychose. Et là, on trouve des situations communes. On va retrouver, par rapport à ce schéma, que les parents ne sont pas différenciés de la génération précédente, donc ils se rigidifient. Et en étant rigidifiés, ils ne vont pas permettre la différenciation des enfants. Souvent, eux-mêmes, ils ont des problématiques relativement graves. Donc, tout ce que j'ai dit par rapport à l'espace personnel, l'espace subjectif, le sujet, ça ne va pas se faire. Et on va se retrouver, surtout dans les cas de psychose, c'est une constatation, énormément de situations de type de double lien, avec une impossibilité de donner des réponses claires et des positionnements clairs. Voilà, donc voilà, c'était juste un aperçu sur l'ensemble des relations. Et pour finir, là aussi, je vais commencer par un poète. Et là, je finis par un autre poète portugais, cette fois-ci, Pessoa, Fernando Pessoa, que dit dans juste un petit vers, o essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pense. En français, l'essentiel c'est qu'on sache voir sans se mettre à penser, qu'on sache voir lorsqu'on voit, sans même penser lorsqu'on voit, ni voir lorsqu'on pense. Voilà, merci. La dernière poésie de Pessoa, c'est aussi nous ramener à l'évidence en quelque sorte, parce que
que ça sous-entend cette idée, sans se laisser, je dirais, influencer par l'évidence. Oui, moi ça me renvoie à deux choses. En tant que thérapeute, dans une position en tant que thérapeute, c'est de ne pas mettre en avant la théorie, quelle qu'elle soit, mais être à l'écoute, une écoute particulière du sujet sans a priori, sans a priori de quelque type que ce soit. Voilà, donc ça renvoie à ça, c'est de ne pas penser en termes de ne pas analyser pourquoi il délire, mais plutôt d'accepter, par exemple, le délire tel quel. Une ouverture à la relation telle Tout qu'elle à se fait, propose. voilà. Et là, c'est source de surprises énormes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pensé à un certain nombre de choses et elles émergent. Elles émergent. Donc, elles ne sont pas induites par le thérapeute. Et après, ils vont être cueillis par l'autre personne. Par le sujet qui porte une problématique. Parce qu'effectivement, dans la pratique, finalement, ça ouvre, je dirais, toute cette dimension des liens, et ce serait la famille qui serait à même de rencontrer les liens au moment où ça se produit dans cette rencontre groupale, en quelque sorte. Ou est-ce que toi, tu soulignes certains liens et tu renvoies précisément, je ne sais pas, une élaboration ou alors une discussion, je ne sais pas, contradictoire. Est-ce que dans la pratique, au fond, c'est un peu ça? C'est-à-dire parce que c'est vrai que cette dimension comme ça que tu as présentée, je te remercie beaucoup, parce que c'est très clair et tu as été très didactique sur cette notion de thérapie familiale. Et c'est vrai qu'en écoutant, au profane que je suis, c'est comment délimiter au fond les systèmes. C'est-à-dire, comment délimiter le système, par exemple couple, le système individuel, le système clan, le système culture, ethnique, etc. Donc c'est vrai, et en même temps, je pensais à la difficulté ou à la complexification à laquelle tu faisais allusion aujourd'hui, c'est-à-dire avec ces familles recomposées, surrecomposées. C'est vrai que là, c'est encore plus difficile de délimiter les systèmes. Et en même temps, quel système, je dirais, privilégié? Alors, pour ce qui est de la famille, sans vouloir étendre à tous les autres systèmes, mais pour tout un chacun de nous, si on s'en réfère à sa propre famille, on sait quelles sont les limites. On sait de façon consciente, on sait d'une autre façon, on va dire inconsciente, type groupal, on sait très bien quelles sont les limites. Certaines familles vous disent pour moi la famille c'est papa, maman et les enfants, c'est mon père, ma mère, les enfants. Pour d'autres, quand ils parlent de famille, ils vont s'en référer aux collatéraux, le cousin, cousine, oncle, tante, grands-parents, c'est très important. D'ailleurs, par exemple, certains ils vont vivre dans le même immeuble, dans le même terrain. L'oncle a la maison, voilà. Donc il y a une perception de la limite du système. Mais ces perceptions, ils sont formés en quelque sorte par ce double mécanisme qui est un mécanisme à la fois conscient, ça peut être une injonction. Un des parents, il peut décider, combien de fois j'ai vu ça, on ne voit plus les grands-parents parce qu'on est en conflit avec eux. Donc la famille, pour ce couple-là, c'est le couple et les enfants. Mais il y a des familles où c'est impossible de faire ça. Comment? Donc la limite, on porte, je pense que culturellement aussi, si je suis niçois, je sais très bien que je ne suis pas breton. Donc, je sais quelles sont les limites de la culture niçoise. Mais en même temps, l'autre ou les autres, ils peuvent me renvoyer les limites. Tu n'es pas comme ceci, tu n'es pas comme cela, tu as une couleur différente, tu as une façon de fonctionner différente, tu penses différemment, donc tu n'es pas de ce groupe. Donc
on se limite, mais on est aussi limité par les autres. Et ça, c'est un jeu, c'est-à-dire autant on le sait, pour la famille, par exemple, quand on est en phase de fonder une famille, d'avoir son fiancé, sa fiancée, quand on est présenté à la famille, on sait très bien qu'il y a des zones, des territoires où on ne rentre pas. On ne rentre pas sans qu'on le fasse rentrer, quoi. Donc voilà, les limites de la famille. Par exemple, quand on parle de famille, si on entend comme ça, famille, on va avoir des représentations de la famille, où on dépend des uns et des autres. Hein. Mais pour un thérapeute familial, quand on parle de famille, c'est important de savoir quel type de famille est en question. Parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon dans une famille nucléaire, dans une famille recomposée, dans une famille clanique, dans une famille monoparentale. On ne fonctionne pas de la même façon. Donc c'est important. Donc c'est une question intéressante, voir justement qui pose les limites, qui définit. C'est aussi une forme de pouvoir. Qui définit les limites. Oui, mais comment c'est que mais comment c'est que dans les thérapies familiales, ou du moins dans les thérapies systémiques, par exemple le transgénérationnel, ça a de l'importance. Donc on admettons qu'une famille comme ça avait exclu les grands-parents depuis très très longtemps. En tant que thérapeute familial, est-ce que cette absence, elle va être, je dirais, nommée? Est-ce qu'au fond, on va quand même s'inspirer de cette dimension de filiation, de transmission? Ou est-ce que tu vas te contenter précisément de la représentation qu'ils ont, eux, je dirais, de la famille et de ses limites? Non. Dans la pratique, le guide d'intervention, ça va être la façon comme il me parle de la famille. D'accord. Ça va se traduire par des dysfonctionnements ou bisymptômes. Notre jargon médical, c'est plutôt des symptômes. Hein. Ils vont me mettre sur la piste du type de la problématique. Par exemple, s'il y a une problématique avec les grands-parents, à ce moment-là, je peux inviter les grands-parents une première fois à venir. Donc ça donne une vision complètement différente de la chose. Mais je peux aussi dispenser les grands-parents. À l'inverse, s'il y a une problématique de type familial, par exemple, où c'est un adolescent ou un enfant qui pose des problèmes, mais si je me rends compte que dans la question, dans la définition de la chose, la problématique est plutôt au niveau du couple parental, à ce moment-là, je peux faire un moment où je travaille qu'avec le couple parental en laissant les enfants de côté. Ce qui pour les enfants est très intéressant parce qu'ils savent qu'on roule pour eux. Ils sont tranquilles, ne vous inquiétez pas, j'assure. Et ils sont aux anges. Ils vont même vérifier, vous êtes allé, tu y vas. C'est très intéressant. Donc, voilà. Dans une famille recomposée, si un adolescent, par exemple, a un problème et que je me rends compte que ce n'est pas par rapport à la famille précédente, je veux inviter la famille précédente. D'accord. Voilà, c'est stratégique dans ce sens-là. C'est en fonction de la problématique présentée. D'accord, mais parfois ça doit être difficile parce qu'il doit y avoir de tels conflits qu'il est impossible. Ah oui. Mais il faut qu'on te donne ce pouvoir-là quelque part. Oui, ça se discute, ça se négocie. Oui, ça. il y a des situations qui sont vraiment très gratifiantes parce qu'on se rend compte qu'à travers le travail qui est fait, ça produit des choses absolument intéressantes, comme il peut y avoir d'autres situations de l'autre côté de l'échelle où les gens ils sont tellement meurtris, tellement abîmés que ce qu'on peut faire, c'est juste offrir un espace où un certain nombre de choses, d'échanges, de façon d'être peuvent encore exister. Ouais. C'est un lieu protégé. Je pense à ces patients psychotiques où c'est parce qu'il y a ce temps-là, ce moment-là, qu'il peut y avoir encore des liens plus vrais au niveau de la famille. Mais on ne peut pas parler dans certaines situations, on ne peut pas parler en termes de guérison, on ne peut pas parler, on ne va pas guérir un psychotique, mais peut-être que certains psychotiques ils vont mieux vivre. Mais je n'oublie pas qu'il y a des situations où on ne peut rien faire. On ne peut plus rien faire. Voilà, donc je ne sais pas si... Bon, moi j'ai des tas de questions à te poser parce que ça m'intéresse, mais on va laisser un peu tout le monde réagir. Si vous avez des questions sur justement la dimension de la chose. Oui. Tout à l'heure, tu as dit un psychotique sans qui se
plus fort. Il y a des règles. Vous pouvez parler un peu plus fort. Bon. La question, vous pouvez la répéter, allez-y. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de secrets qui s'enquistent à propos d'un psychotique. J'aimerais bien que tu approfondisses, que tu expliques, parce que ça m'intéresse. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des règles de fonctionnement dans la communication quand vous êtes comme ça, en systémique, avec une famille? Alors, il ne faut pas associer forcément secret et psychose, quoi. Il y a des situations de psychose où il n'y a pas de secret, il y a des situations où il y a un secret. Dans ce qui a été vérifié dans les cliniques, ce que les différents auteurs mettent en évidence, c'est cette particularité, ça veut dire, dans ces familles-là, on se rend compte qu'il y a une forme de rigidité que conduit une impossibilité de définition de soi. C'est ça que peut conduire à la psychose. Il y a certains types de psychose, pas toutes, hein, mais le délire peut avoir un lien avec toute cette histoire. Mais dans certaines situations, il peut y avoir un secret, effectivement. Il peut y avoir un secret qui est... Mais tu disais que c'était plus les conséquences du secret Voilà. que le secret lui-même. Voilà. Alors, effectivement, Parce que, par exemple, d'un point de vue pratique, je ne sais pas, j'invente, hein, mais quoique, hein, si j'ai une famille où le père, par exemple, a eu une problématique de type incestueux et que l'enfant, chaque fois qu'il aborde des questions de sexualité, il va y avoir une incohérence dans ses comportements, ses dires par rapport à la question que pose l'enfant. Et l'enfant va se rendre compte de cette incohérence. Parce que les enfants, ils arrivent à percevoir tout ça. Alors, si la rigidité est telle qu'il y a une impossibilité de pouvoir arriver à ce stade d'être un sujet, avec toutes les possibilités que ça implique, s'il y a une telle rigidité, à ce moment-là, oui, il peut y avoir des types de psychose. La clinique dit que chaque fois qu'il y a des difficultés dans le processus de différenciation et d'individuation, et qui se répètent de génération en génération, il y a de plus fortes chances de trouver un psychotique. Mais avoir un psychotique dans une génération précédente n'explique pas, il n'y a pas de relation cause à effet. Mais par contre, il peut y avoir si dans toute génération, il y a un psychotique. Oui, donc c'est une autre information qui n'est pas de type logique ou mathématique. Hein. Ça ne veut pas dire... Je me souviens d'une situation, d'une famille... ça renvoie un petit peu à ta question, d'une famille où le jeune homme, c'est un jeune homme, il avait une problématique de type schizo. Curieusement, dans sa famille, tous les garçons, ils avaient une profession bien précise, depuis des générations. Et lui, c'était le seul artiste. C'est curieux, hein? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Voilà. Donc, tu vois? Donc, alors, est-ce qu'il y a un secret? Peut-être, mais il ne faut pas associer nécessairement un secret. Mais par contre, on sait que quand on garde un secret, il y a nécessairement des choses qui transpirent et qui induisent des incohérences, hein, mais que ce soit au niveau personnel ou même au niveau politique, au niveau national. L'autre jour, j'écoutais une histoire, j'ai trouvé ça absolument fascinant, quoi. C'est l'histoire des frégates d'Israël, vous vous souvenez? Voilà, donc il y avait, la France a vendu des frégates, et à un moment donné, il y a une partie qui n'a pas été distribuée. Et cette autre partie, la moitié du lot, a disparu, quoi. Et sans qu'on sache comment elle avait disparu, on s'est rendu compte que c'était quelque chose monté par Israël pour récupérer. Évidemment, on l'a su après, avec l'accord, évidemment, des autorités françaises, quoi.
Oui, donc et ça on le sait après. Donc ça, au niveau transgénérationnel, c'est pareil. Il y a des choses, on fait le lien, mais on va pas le dire. C'est ça, c'est ce qui caractérise le secret, c'est ce que va induire à partir du moment où on l'enquiste. Alors, cette notion justement du symptôme et du groupe. Alors, le symptôme, là, par exemple l'enfant psychotique, ou le symptôme même, je dirais, somatique, on peut dire. Oui. Hein. Est-ce qu'effectivement, il y a des symptômes qui sont, on pourrait appeler ça, spécifiques au groupe, et est-ce qu'on peut dire qu'un groupe peut finir par produire un symptôme? Et à l'époque, c'est vrai qu'on disait, voilà, l'enfant ne va pas bien, c'est le symptôme de la famille. Oui. Voilà, un peu dans Oui. cette idée. C'est logique de penser qu'un enfant, parce que tout à l'heure je parlais des problèmes non résolus. Assez souvent, le symptôme peut être une tentative de résolution du problème. Et après, il peut s'enquister à un moment donné. Donc, à un moment donné, la problématique de l'enfant en question va renvoyer à la problématique enquistée de la famille. Donc, c'est à ce titre que l'enfant, il va porter quelque chose. Il accepte en quelque sorte la victime sacrificielle dans un certain sens. Il accepte de porter ça lui coûte très cher d'ailleurs dans certaines situations. Mais on voit que, ne serait-ce comme hypothèse de travail, c'est intéressant d'aller travailler un petit peu Surtout, j'imagine, les dimensions du passé, parce que tout à fait. Parce qu'à une époque, le symptôme pouvait être il est équilibré, donc il était inaperçu. C'est souvent une chose comme ça. On peut équilibrer le système et puis passer inaperçu, puis tout d'un coup, on s'aperçoit on a affaire à un déséquilibre. C'est vrai que le symptôme, il n'est pas, je dirais, voilà, dans l'immédiateté et en rapport avec effectivement un déséquilibre, je dirais, voilà, ponctuel. Il me semble effectivement que ça doit. Pour montrer la complexité. Un problème d'interaction très pathogène en quelque sorte. Pour montrer la complexité, par exemple, c'est à peine inventé, hein, mais on peut avoir un enfant que il va être parentifié par des conjoints dans une relation fusionnelle avec par exemple la mère, par exemple, mais ça peut être aussi par rapport au père. Il est dans une relation fusionnelle. Tant qu'il est enfant, évidemment, dans la relation fusionnelle, on va exclure l'autre conjoint de la relation. Hein. Tant qu'ils sont petits, ça va. Les choses s'équilibrent. À l'adolescence, ça commence à poser problème. Et comme par hasard, quand on arrive au jeune adulte, une petite fumette et ça déclenche un délire. Par exemple. Oui, donc c'est un enchaînement. Donc c'est intéressant de pouvoir voir l'arrière-fond. C'est-à-dire que on est dans... Quand on parle de système, le système n'est pas une addition d'individus. Hein. Le système, c'est une organisation relationnelle, c'est une organisation qui a un but, qui a des enjeux, ils défendent des choses, il y a une vie. Quel soit un système, tout système humain, hein, reportez-vous aux cultures, au système politique, voilà, c'est pas juste une addition de personnes, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc on peut être celui qui appartient à un système, il peut à la fois porter le système, être porté par lui, et peut à la fois mettre en exergue des problématiques du système, ou l'inverse, souffrir des problématiques du système. Et là, c'est important parce que c'est là qu'apparaît effectivement la dimension relationnelle, ou la relation en tant que problème, mais aussi en tant que solution. Oui. Voilà, hein, dans ce que tu dis quand même. La relation peut être à l'origine du problème, mais peut être à l'origine de la solution. De la solution, tout à fait. Dans ce sens que le système, il est relationnel. Tout à fait. Et l'autre partie de la question, oui, il n'y a pas de règle fixe quand on travaille. Si ce n'est... parce que des fois, là, vous voyez que on peut voir 4 personnes, mais ça peut aller jusqu'à 20 personnes. Donc, on peut avoir une séance avec une vingtaine de personnes. Donc là, évidemment, il faut structurer la chose.
le thérapeute, le systémicien, enfin, qu'il soit systémicien ou autre d'ailleurs, dans d'autres disciplines, il est le garant d'un certain nombre de choses, quoi. Il y a... mais il ne va pas fonctionner comme un distributeur de parole, quoi. Il ne donne pas la parole aux uns et aux autres. Mais par contre, il va se rendre compte qui prend la parole plus que les autres. Il va voir quand les autres ne prennent pas, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Il va mettre ça en évidence. Donc, les règles, c'est l'écoute de tous, mais être extrêmement attentif en termes d'alliance à tous simultanément. Si je provoque quelqu'un, un des membres de la famille, j'ai l'œil sur les autres et je vois comment ils réagissent. Et en provoquant celui-là, ça veut dire en le poussant un petit peu dans ses retranchements, je vois comment les autres réagissent et en même temps, je les soutiens. Donc, il y a, oui, c'est un apprentissage pour fonctionner comme ça. C'est pas seulement une question de questions. Ça ne se résume pas à poser des questions. Voilà. Bien. Hélène. Oui, non, il y avait juste Est-ce que la question du pouvoir, la dimension du pouvoir est quelque chose qui est un guide ou est-ce qu'elle ne se pose pas dans ces termes? Si, moi j'entends comme pouvoir relationnel, c'est une emprise sur l'autre. Quand dans ces situations où les grands-parents, une grand-mère, un grand-père, par disqualification et presque anéantissement du parent, de son propre enfant, il va revendiquer un petit enfant jusqu'au point d'aller à la justice. C'est une histoire de pouvoir, une emprise énorme, à la fois sur son enfant et le petit enfant. Donc il y a cet enjeu-là. Mais en même temps, il y a peut-être d'autres dimensions que le pouvoir qu'il va falloir aller explorer, quoi. Ils peuvent être liés à des secrets, peuvent être liés à des non-dits, peuvent être liés à la conception peuvent être liés, c'est la grammaire qui fait ça en question, ça peut le renvoyer à sa propre histoire. Comme quoi il n'a pas été suffisamment aimé, donc il est à quel pour pouvoir aimer son petit enfant, par exemple. Mais le pouvoir, c'est un pouvoir d'emprise, un pouvoir relationnel sur quelqu'un d'autre. Hein. Oui. Dans tout ce qui a été dit, au fond, tu as la chance de recevoir des gens où la crise s'exprime. Et j'ai l'impression que cette crise, elle est tellement répandue qu'on devrait s'interroger tous un peu dans chaque famille pour est-ce qu'on doit aller le voir bientôt ou faire quelque chose? Oui. On dit même la crise des familles politiques. Oui. Les familles, ils ont leur propre, comme tout groupe d'ailleurs, ils ont leur capacité de résolution de problèmes quels qu'ils soient. Mais à un moment donné, il y a un seuil qui ne peuvent pas aller au-delà. Et c'est à ce moment-là qu'ils font la demande d'une intervention extérieure. Il y a certaines familles qui sont très au fait d'admettre que l'aide peut venir de l'extérieur, tout en s'en défendant, quoi. Parce qu'évidemment, il faut s'en méfier de l'autre. Hein. De l'autre, mais qui c'est cet autre qui vient là, qu'il soit thérapeute ou autre d'ailleurs. Puis qu'est-ce qu'il veut? Il ne fonctionne pas comme moi. Où est-ce qu'il va aller? Qu'est-ce qu'il va me faire? Et si je le laisse rentrer? Bon, les familles, c'est pareil. Donc, il y a certaines familles qui, malgré tout ça, ils disent oui, d'accord, voilà, j'accepte le deal, on vient, on joue le jeu. Il y en a d'autres familles qui disent non, pas question, personne ne peut nous aider, il n'y a que nous qu'on peut résoudre ce problème, et évidemment, ça risque de tomber dans le plus de la même chose. Ça veut dire que les crises vont se répéter, et c'est là qu'on retrouve des profils classiques depuis des années, ils sont toujours comme ceci ou comme cela. Mais ça serait intéressant effectivement qu'à l'occasion d'une crise, qu'on puisse ne pas dévaloriser les symptômes. En général,
les familles actuellement, ils sont plus, ne serait-ce pas par l'école, parce que l'école produit aussi toute une série en étant un système, ils sont très, très vigilants. Donc, ils se rendent compte qu'un enfant, il ne travaille pas bien, ou il s'habille mal, ou il y a un certain comportement, ils avertissent. Donc, il y a tout le schéma de voir le psychologue, voir l'orthophoniste. Et la famille, dans ce mouvement, est amenée à réfléchir sur eux-mêmes et comment ils fonctionnent. Mais il y a aussi des tas de familles où ils disent non, mais on va le résoudre, ça va passer, quoi. Ça va passer, voilà, ça va passer. Donc on ne prend pas cette dimension d'aller voir quelqu'un. Et après, effectivement, je me rends compte, toi aussi tu as dû voir, vous aussi dans la clinique, le temps qui a été perdu pour pouvoir faire quelque chose. Mais parfois, c'est comme les fruits, quoi. Quand c'est mûr, ça tombe. Il y a des situations, c'est pas le moment, c'est le temps, c'est pas le moment d'eux. Il y a un moment donné, il faut aller voir quelqu'un. Voilà. Donc, c'est la magie un petit peu de la vie. Donc, Si plus de questions, je vous donne rendez-vous donc le 24 avec le docteur Brunet qui parlera spécifiquement de la relation du psychiatre et de son patient. Merci d'être venu et à dans 15 jours. merci.